Allez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio restaurant-bar La Terrasse SWI à l'immeuble Galerie Lafayette, souvenez-vous, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France. Allez, on peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Mais ce soir spécialement, nous sommes, allez, on va dire en live, légèrement différé quand même, malgré tout, mais presque en live, chez Audi Martinique. Et merci à Bruno Saffort de nous recevoir pour cette émission. Merci à vous d'être tous présents. Dans ce super showroom, et on a vu que, eh bien, on va en parler. En tout cas, cette émission spéciale, elle est réalisée par Label Web et gtmac.fr, et elle est possible grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste de pièces détachées en Martinique, Speedy Martinique, vos centres de réparation. Donc, on a le plaisir, on vous l'a dit, d'être dans cette émission depuis Audi Martinique, au pied de la Galeria, pour une spéciale à l'occasion des sorties coup sur coup, on va dire, des Audi Q3 et Audi Q3 Sportback, mais également de l'Audi Q5 Sportback qu'on a vu déjà la semaine dernière. On en parlera peut-être un peu moins cette semaine, mais on va quand même aborder 2-3 sujets concernant Audi, bien sûr. Tous ces véhicules sont déjà essayés sur gtmac.fr avec les articles complets, les fiches techniques et leurs tarifs, mais vous le savez bien sûr. Bruno Saint-Fort et ses équipes nous reçoivent ce soir dans leur concession. Merci Bruno Saint-Fort. On va parler Audi, la gamme futuriste et les nouveautés à venir, mais aussi de F1, car l'Audi Revolut F1 Team a fait son apparition dans le championnat mondial cette année et déjà des points au compteur il y a 15 jours. Donc c'est quand même pas mal pour une marque qui arrive en F1, c'est même du quasi jamais vu, on va le dire. On va voir si ça a des retombées, si ça peut avoir des retombées sur les concessions partout dans le monde, et la tienne en particulier, bien sûr. J'aurai plaisir de recevoir Nicolas Aron qui m'accompagne dans cette émission. Bonsoir Nicolas. Bonsoir JM. Ça fait plaisir de te recevoir. Un peu plus tard, nous recevrons Monsieur Moto en Martinique, Daniel Montpelat, aussi président d'Alizé Moto, mais pas seulement, on verra qu'il fait beaucoup de choses. Hein. Daniel, c'est un habitué, un pilier de l'émission maintenant, on peut le dire. Il va même être rémunéré maintenant, carrément, tellement il vient souvent. Bon, avec plaisir. Enfin, alors je suis très mal poli ce soir. Hein, on fait un petit coup quand même à Fabrice qui travaille dans la partie commerciale chez GTMag. Et de façon très impolie, j'ai mis en dernier notre invitée féminine. Et c'est pas volontaire, c'est simplement parce que c'est dans la fin de l'émission qu'on parlera d'elle. J'ai un grand plaisir de recevoir Sandrine Areto, éthiopathe. L'éthiopathie donc, est une discipline thérapeutique manuelle qui vise à identifier les causes biomécaniques des troubles fonctionnels pour en permettre la suppression totale. On parle de troubles de toutes sortes, nous le verrons donc avec Sandrine. Je ne me suis pas trompé, Sandrine ? C'est exact. Bonsoir Jean-Marc. Bon, ça fait vraiment plaisir de recevoir Sandrine aujourd'hui. D'habitude, Merci. elle me triture dans tous les sens et tout. Fait peur, Sandrine. Non, c'est pas vrai. Elle fait très bien son travail. Merci. Alors, on est chez Audi, et puis je t'en avais parlé la semaine dernière, le patron d'Audi, Gernot Döllner, a récemment donc reconnu que la marque aux anneaux ne tranchera pas avant la prochaine décennie, donc pas avant 10 ans, sur l'avenir des moteurs thermiques. Alors, est-ce que toi, qui es dans les petits papiers d'Audi, est-ce que toi, tu as des informations complémentaires concernant cette prise de décision ? Alors, est-ce qu'on va... Alors, le réseau, généralement, n'est pas tenu informé spécialement de toutes ces questions stratégiques. Mais il y a longtemps que beaucoup de réflexions à ce sujet sont engagées. Et l'annonce qu'il a faite récemment vient juste ponctuer le fait qu'il est très difficile aujourd'hui de prendre une décision. Et c'est à la limite rassurant qu'il repousse cette décision parce que cette mutation que nous sommes en train de connaître depuis quelque temps est énorme, avec évidemment de nombreuses conséquences à la clé, aussi bien économiques. Et donc, il est normal, de mon point de vue, qu'il ait repoussé cette Parce que Audi avait annoncé que d'ici 2033, toute sa gamme serait 100% électrique. Faut se rappeler de ça. Et puis en fait, c'est le marché, la réalité du marché qui a rattrapé la marque, en fait. Mais je comme toutes les marques je crois que c'est européennes. le cas de tous les constructeurs. Ils ont revu leur copie parce qu'ils se sont rendus compte que le marché n'a pas répondu aux appels qu'ils avaient tous faits, qui viennent de cette impulsion politique, de cette décision politique au départ. Et donc forcément, tout le monde réfléchit, revoit sa copie et surtout modifie l'échéancier initial parce que le marché n'est pas au rendez-vous. Et donc, si le marché n'est pas au rendez-vous, évidemment, il faut s'adapter. Il
faut s'adapter. Alors c'est 25% à peu près en Europe. En Europe, en France d'ailleurs. Alors en France, on dépasse parfois les 25%, on monte à 30, 32, mais globalement, le marché du véhicule électrique en Europe, c'est 25%, représente 25% des utilisateurs. Après, ceux qui sont passés en véhicule électrique ne veulent plus retourner en thermique. Donc c'est quand même bon signe aussi. Alors, vas-y Bruno, dis-moi. Alors, très honnêtement, les expériences sont variées. Multiples. Là, quand on parle de pourcentage, de taux de pénétration, nous sommes sur des moyennes, mais il existe plein de phénomènes. Évidemment, ceux qui sont passés à l'électrique savaient pertinemment pour quelles raisons ils voulaient y aller. D'autres ont hésité parce qu'ils ont été simplement séduits par les incitations fiscales et n'y trouvent pas forcément leur compte à l'utilisation. Ceux-là sont en plein questionnement et donc il faut tenir compte de tous les avis pour se faire une idée précise et honnête. De ce qui se passe. Et puis, on se rend bien compte de quelque chose, c'est que les tendances ne sont pas toutes les mêmes et dans les mêmes proportions selon les marchés. Donc il faut aussi atténuer le propos, nuancer le propos par rapport à ça. Nicolas Aron. Oui, si je puis me permettre, on est aussi actuellement dans un contexte international qui risque d'accélérer ce passage du thermique à l'électrique, avec un conflit qui empêche l'approvisionnement des grands pétroliers. Il y a déjà des débuts de pénurie dans pas mal de stations dans l'Hexagone, donc les gens peut-être avec la peur. Il y a l'explosion du marché de l'occasion électrique en ce moment, en métropole, forcément. L'explosion, plus 40%. Ceci dit, il faut faire attention aussi. Quand on réfléchit comme les gens semblent le faire, n'oubliez pas que dans certaines régions, la part d'électricité verte n'est pas forcément majoritaire. Donc, c'est notre cas en Martinique. 25% chez nous. Voilà, on est aux alentours de 25% de la production qui est verte. En fait, les pourcentages en fonction des institutions qui les Non, là c'est 25% officiel, c'est la SARA, c'est l'EDF, pardon, c'est sûr. 25%. Voilà, enfin bon, on va dire 25%. 25%, c'est 75% produits avec du fioul. Donc les effets seront atténués selon les marchés, en fonction de la répartition en fait, de la production d'électricité, selon qu'il s'agisse d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ou d'énergie fossile. Donc ça aussi, les tendances seront évidemment nuancées en fonction de ces questions-là. Alors on voit le changement de stratégie aussi d'Audi grâce à Gernot Doilner, je ne sais pas si je le prononce correctement. Doilner, ça va? Nous ne sommes aucun d'entre nous autrement en allemand. Germanophone. Je sais pas. Non, aucune idée. Bon, on va dire Doilner. J'espère qu'il ne nous écoute pas. On verra ça. Là où par contre il est beaucoup plus précis, c'est que parce qu'on a bien compris que pour les grandes marques européennes en particulier, c'est plutôt sur le haut de gamme qu'on allait sur l'électrique, même si ça change en ce moment, et Audi semble prendre ce chemin-là aussi, c'est-à-dire dire c'est des petites citadines qui vont basculer dans le tout électrique. C'est le cas d'ailleurs pour le Q2 qu'on va tourner, enfin qui va sortir en 2027, mais qu'on va déjà tourner camouflé grâce à certains confrères qui fuient pour arriver à... Donc on voit à peu près quel véhicule ça va être. Mais c'est le cas particulièrement de l'Audi A3, qui va passer dans les moins de 10 ans, là, qui va passer en tout électrique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de thermique. C'est vrai. L'Audi A3, c'est un modèle extraordinaire. C'est un modèle réalité, c'est ce qui est en train de se passer. En réalité, au départ, il faut se rappeler, la plupart des véhicules électriques qui ont été des porte-drapeaux d'ailleurs des marques, je me rappelle que chez Audi, on a commencé par l'e-tron Quattro. Ouais. Donc on est parti du très très haut de gamme et on décline progressivement sur des modèles plus accessibles. J'ai envie de dire entre guillemets, parce que on n'est pas encore avec l'électrique au niveau des modèles les plus attractifs en thermique, mais on s'en rapproche progressivement. Et la stratégie d'Audi, elle s'est aussi retrouvée chez d'autres constructeurs. Et donc, évidemment, tant que l'offre de petites voitures qui représentent le gros du volume ne sera pas intéressée par ces véhicules électriques, on sera limité dans le taux d'équipement, évidemment. Et puis, il y a une rumeur sur l'A2
Il faut se rappeler de l'A2. Est-ce que vous vous rappelez de l'A2? Enfin, Bruno, je ne te pose pas la question, je pose la question aux invités. L'A2, l'Audi A2, ça vous dit quelque chose ou pas? Vous vous rappelez ou pas l'Audi A2? Je crois m'en rappeler. Oui. Si je crois. Fabriqué entre 99 et 2004. Moi, oui, je m'en rappelle très bien. Un petit Ouais. monospace, Véhicule non assez particulier. Ouais. Hein. Exact. Alors, pour vous rappeler, c'est un véhicule qui, malheureusement, n'a pas eu le succès commercial attendu. Espéré. Tout simplement parce que dans sa catégorie, il était plutôt onéreux, simplement parce qu'il bénéficiait d'une technologie complètement inédite. Il était fabriqué en aluminium, et à l'époque, l'aluminium coûterait très cher. Donc la voiture s'est retrouvée sur un segment de marché en décalage avec ce qui était proposé par les concurrents, ce qui a limité son succès commercial et qui a finalement abouti à l'abandon d'Audi de ce modèle. Mais il y avait tellement d'innovation dans cette voiture que c'est toujours resté dans les cartons d'Audi qu'un jour, un modèle similaire refasse son apparition. Et c'est en tout cas ce qui est en passe d'être réalisé. Mais il sera de toute façon électrique. C'est ce Ça, qu'il a c'est très annoncé. Le choix a été tranché. Le choix a été tranché, voilà, tout à fait. Et puis, je vous regarde tous droit dans les yeux. Badaboum, boum, boum. Audi, qu'est-ce qu'elle nous fait Audi en 2026? Eh bien, elle sort une écurie de F1. Incroyable. Incroyable n'est pas exactement le terme, parce que Logique, la alors. F1, plutôt logique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la F1 est une des plus grandes vitrines sportives, en tout cas des sports mécaniques, et Audi ayant essuyé plusieurs disciplines comme le rallye dans les années 80, l'endurance ensuite, où ils ont fait gagner des voitures avec la technologie Quattro en rallye, puis fait gagner du diesel en endurance. C'était une première mondiale à l'époque. Et plus tard sur les rallye raid, parce qu'Audi aussi a gagné en rallye raid. Et donc il ne restait plus beaucoup de disciplines à explorer. La F1 étant la vitrine ultime des sports mécaniques, j'ai trouvé qu'il était logique qu'Audi un jour s'essaye à cette discipline. Et c'est le cas depuis cette année 2026. Avec des résultats qui sont plutôt probants pour l'instant. Alors justement, au milieu des polémiques techniques sur la domination de Mercedes lors du Grand Prix d'Australie 2026, donc, il y avait un autre événement qui est presque passé sous les radars, c'est le cas de le dire. C'est les débuts d'Audi très très solides en F1, avec des points déjà pris sur le premier Grand Prix. C'est extraordinaire. Sincèrement, mes pronostics étaient un peu plus réservés au début de la saison. Je savais qu'il monterait en puissance et j'avais parié sur le fait que dès la deuxième partie de la saison, il soit dans les points. Il se trouve qu'après 3 courses, le pari est déjà réussi. Maintenant, il faut continuer de progresser parce que la concurrence est féroce. L'avantage qu'ils ont eu, c'est d'arriver dans la discipline avec un gros changement de réglementation, puisque les voitures ont complètement évolué, tant en châssis qu'en mode de propulsion, puisque cette année, pour la première fois, on a 50% de propulsion thermique et 50% de propulsion... C'est tout le problème de la gestion de exactement, de la électrique. Et donc, c'est une nouveauté pour quasiment tous les constructeurs. Donc, on se retrouve, on va dire, entre guillemets, sur un plan d'égalité. Mais on se rend bien compte qu'il y en a qui ont un peu d'avance sur les autres, qui ont travaillé un peu plus et un peu mieux que les autres surtout, dont la marque que tu viens de citer. Sandrine, tu suis la F1, non, toi, ou pas? De près ou de loin? Alors, il faut parler bien près du micro, par contre. Oui, non, pas trop. La non, F1, non, c'est pas spécialement ton... Tu suis d'autres sports mécaniques, auto, ou pas forcément? Les rallyes, de temps en temps, oui, je regarde un peu. D'accord. Parce que c'est une passionnée d'automobile quand même, malgré tout, même si elle est éthiopathe. Et on regarde encore une fois ce qu'est l'Éthiopathie, et beaucoup de gens savent ce qu'est l'Éthiopathie, mais on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une passionnée d'automobile. Elle achète sa voiture, c'est elle qui décide pour sa voiture. Ah bah oui. Ça paraît évident. C'est pas une décision de couple, c'est une décision... Il y a quand même une décision. Il a son mot à dire, le monsieur, sûrement? Un petit peu. Mais en tout cas, en termes de confort, c'est moi qui choisis. Voilà. En termes de design aussi, c'est moi qui choisis. Tout ce qui va être la puissance aussi. Voilà. Je sais exactement de quoi j'ai besoin. Donc, généralement, quand je vais dans une concession, je sais ce que je vais chercher. D'accord, ok, très bien. Donc, en plus, elle fouille sur Internet, sûrement, je pense, non? Oui. Tu regardes, tu vas voir les sites. Je fouille sur Internet, je demande à mon ami ChatGPT aussi. D'accord. Donc, je regarde aussi les émissions. Donc,
Ce sont les nouveaux consommateurs, les nouvelles consommatrices. Il ne faut pas se tromper. Les jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui en concession, elles en savent autant que les vendeurs, parfois. Mais c'est aussi intéressant que les clients ou les prospects, quand ils arrivent en concession, qu'ils aient déjà une idée de ce qu'ils recherchent. Et si l'idée est précise, il nous est évidemment plus aisé de les accompagner. C'est une partie du travail que nous, équipe commerciale, n'avons pas à faire. C'est toujours ça de gagner. Heureusement, nous avons une expertise qui date de plusieurs années, qui nous aide à parfaire... À optionner finalement les voitures. Exactement, et à parfaire l'offre qu'on met à disposition des clients. C'est vrai qu'il faut être au courant des tendances quand même. Il faut être au courant des tendances. Comment vous faites pour être au courant des tendances du marché local? C'est difficile ça. Bien sûr, c'est très important. Mais je me rends compte que la gente féminine est de plus en plus avertie. Bien sûr. Elle se documente. Elle a des exigences qui vont au-delà du design. Généralement, on leur prêtait volontiers le choix du design, de l'esthétique. Ou grand coffre, Exactement. bonne accélération. Voilà. Aujourd'hui, elles sont capables d'interpréter des valeurs techniques et d'arbitrer leur choix sur ces critères-là. Donc, c'est bien. On revient à la F1, Sandrine nous a éloigné de la F1. Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était sur la F1 Oui, non, c'était simplement Sandrine pour appuyer vos propos, parce que j'ai été témoin de l'engagement de Sandrine pour la recherche de son nouveau véhicule, étant moi-même patient. Ouais. En consultation, on a eu l'occasion d'en discuter. D'accord, donc tu vois comme quoi, on en a parlé. Vous, de votre côté, la F1, vous la regardez un petit peu ou pas, Daniel? Non, pas du tout. Pas du tout la F1. Non. Bah, toi, tu es motard, point barre. Motard. Bon, mais tu regardes les MotoGP ou pas, finalement? Oui, MotoGP, oui. MotoGP, tu jettes un œil quand même. MotoGP, oui. Mais par contre, tout ce qui est voiture, j'avoue qu'il y a même des gens qui pensent que je n'ai pas de permis voiture. ça va très loin. Oui. Rassure-moi, le soir, tu la gardes pas dans la chambre. Non. Par contre, la famille, c'est la famille. D'accord. Et toi, Fabrice, côté F1? Moi, pas plus que ça, même si les changements de réglementation cette année m'ont intéressé au niveau de l'actualité. Mais je reste beaucoup plus attiré par le rallye, moi. D'accord, le rallye du WRC, je pense. C'est ça, voilà, exactement. Et les rallyes locaux? Les rallyes locaux, bien sûr. Tu te déplaces aussi en rallye? Non, vous allez beaucoup moins qu'avant, mais j'avais l'habitude de suivre les spéciales et de me déplacer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, Bruno, la F1, ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté immédiatement comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de palpable? Déjà au niveau de tes vendeurs, par exemple, est-ce qu'il y a eu des conversations, des discussions entre vous? Bien évidemment que c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses discussions, étant tous passionnés. Évidemment que nous en avons parlé. Ce que je retiens d'abord, c'est que chaque fois qu'Audi s'engage dans une compétition, quelle qu'elle soit, elle met au service de cette compétition tout son savoir-faire. Et les moyens qui sont déployés pour faire en sorte qu'on soit performant, on les retrouve d'une certaine manière dans les véhicules qui sont construits par le constructeur quelques années après. Donc on suit avec beaucoup d'attention tous les développements et toutes les directions, les tendances qui sont prises par le constructeur pendant ces compétitions. Le savoir-faire Audi là, on a l'habitude de venir relativement tard à chacune de ces disciplines, mais chaque fois qu'on y est allé, on a gagné. Oui. Donc j'ai envie de dire que il y a des chances que ça se reproduise. Que l'objectif 2030 qu'ils se sont fixés soit atteint. On attend ça avec impatience. Et c'est surtout le regain d'intérêt pour la marque, parce que chaque fois qu'une marque s'engage dans un grand championnat, on se rend compte que dans les années qui suivent, l'image de sportivité qu'on recherche en s'inscrivant dans ces compétitions, elle est suffisamment solidifiée pour qu'il y ait un nouvel attrait, un nouvel intérêt de la part des clients vers ces marques-là. Donc oui, nous, en tant que commerciaux, nous sommes très attentifs à ce qui s'y passe actuellement. Et puis de toute façon, on va retrouver dans quelques mois des innovations et justement sur la polémique de la F1 sur justement le système d'hybridation, l'arrêt du RDS et avoir un boost électrique, tout ça
va contribuer sûrement à faire évoluer une des dernières choses qu'il faut faire évoluer dans les voitures, c'est-à-dire l'électrification justement. Exactement. C'est-à-dire l'hybridation, j'allais dire plutôt. Exactement. Et en réalité, parce que là, ça doit progresser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que là, on a des produits simples là pour l'instant, mais ça peut progresser encore beaucoup. Évidemment. Et donc, un certain nombre des réfractaires à l'électrification se rendent bien compte du bien fondé de cette volonté au travers du sport. Les derniers réfractaires se rendent bien compte que très récemment, il y avait une perte d'intérêt pour la F1 parce qu'il n'y avait pas d'attractivité liée au dépassement. C'était un peu monotone. Exactement, c'était un peu monotone. Et aujourd'hui, il est évident qu'on regarde cette électrification avec un autre œil, parce que dès le premier Grand Prix, il y a eu de l'animation, il y a eu des dépassements, et il y a aussi une certaine incertitude dans le résultat final. Et c'est ça l'essence même de la compétition. Et on y est arrivé, non pas simplement par le fait de l'électrification, mais toutes les évolutions qui ont été apportées, dont l'électrification, ont permis d'arriver à ce résultat très probant dès la première. Il faut se rappeler des freins à disque, il faut se rappeler plein de choses. Toutes les innovations qu'on a sur nos voitures aujourd'hui, les plaquettes de frein aussi, qui ont changé considérablement, tout simplement grâce à la F1 et pas seulement, à la WRC aussi, etc. On a parlé la semaine dernière de l'Audi Q3 et l'Audi Q3 Sportback. On peut en reparler un tout petit peu. Deux modèles qui sont arrivés en diesel. Alors, on a redécouvert un petit peu cette motorisation qu'on a presque oubliée avec tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on sait sur le marché. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'évolutions sur des ventes de véhicules hybrides aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe en particulier. Mais on a oublié donc qu'il y avait des grosses autonomies entre 800 et 1000 km en diesel et que ce sont des moteurs un petit peu charmants. Oui. Parce que bien insonorisés. Oui. Avec des reprises pas possibles. On l'a dit la semaine dernière, on ne va pas revenir sur l'efficience, elle est au rendez-vous évidemment, comme c'est le cas souvent sur les motorisations diesel. Ce que je retiens de cette nouvelle génération, c'est bien sûr le niveau d'efficience et l'autonomie, mais c'est surtout le confort lié à l'insonorisation. Voilà. À l'extérieur, les voitures sont extrêmement silencieuses, au point de nous interroger sur le fait qu'elles soient véritablement des diesels. Oui. Donc ça veut dire que le progrès est significatif. Et à l'intérieur, l'insonorisation est telle qu'on ne se rend pas bien compte du groupe motopropulseur qu'on a. On n'est même pas sûr que ce soit du diesel ou de l'essence. C'était important qu'on revienne au diesel. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu tendance à parler du diesel comme étant un groupe motopropulseur économique, efficient, etc., etc. Mais pas que. Le diesel, de toute façon, procure des reprises et des accélérations sur des topographies comme les nôtres qui sont intéressantes. Quand vous avez des côtes comme celles qu'on a besoin de dépasser, etc., ce n'est pas de la puissance qu'il faut à ce moment-là, c'est du couple. Or, les moteurs diesel sont porteurs d'un niveau de couple qui est plutôt de nature à satisfaire et à rassurer les utilisateurs. Donc, on dit toujours que le diesel, il a tous les défauts du monde, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, même qui ne parcourent pas beaucoup de kilomètres, sont dans des configurations topographiques qui nécessitent des voitures qui ont plutôt plus de couple que de puissance. Et à ce moment-là, le diesel trouve tout à fait sa place. Alors, on rappelle que ces essais ont été faits Q3, Q3 Sportback, Q5 même sur gtmike.fr. Il suffit d'aller voir, taper dans recherche essai Q3 et puis vous allez tomber dessus. Donc, je vous engage vraiment à aller voir. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord. Et puis, on parle moto après. Chez Audi, c'est incroyable ça de parler de moto. Alors, ça, c'est à cause de Daniel Montpellat. C'est pas grâce, c'est à cause de Daniel Montpellat. On fait une petite pause. T'es d'accord, Bruno, ou pas ? Oui. Dans le giron d'Audi, il y a une marque très connue en MotoGP et que les Martiniquais ont adopté depuis quelques années. Oui. Donc oui, je m'intéresse à la moto d'une manière générale et comme mon voisin, je m'intéresse surtout au MotoGP parce que je suis un passionné de compétition. Alors, on rappelle que MotoGP et Formule 1, tous les résultats, tous les week-ends sur gtmag.fr. Il faut le rappeler quand même aussi. Allez, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite. Allez,
Allez, vous êtes de retour avec gtmag.fr sur l'émission Les Experts Automoto, émission produite par GTMag, donc produite par la Belle Web. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièces Auto Martinique, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France et la Belle Web. Bien sûr, nous sommes chez Audi ce soir. On vient de parler de la marque Audi en long et en large, véritablement. On a parlé un petit peu des nouveautés qui arrivaient sur l'année 2026, voire même 2027. On a vu que le patron d'Audi était plutôt dans l'expectative, on va dire, en disant qu'il repoussait sur les 10 années à venir l'idée que peut-être il allait prendre une décision un jour sur vraiment ce qu'il allait faire concernant les modèles. Pour ça concernait moins les citadines, les petites citadines qui sont à peu près certaines de passer en tout électrique. Bon, on a vu la 3 particulièrement, la 2 même, qui reviendrait sur le podium. Donc c'est pas mal quand même, Audi, il y a pas mal de nouveautés. Et qu'est-ce que tu attends, toi, Bruno, là tout de suite, après le Q3, les Q3 et le Q5 ? Alors pour l'instant, c'est déjà très bien qu'on ait les Q3 parce que la gamme est en train de s'étoffer avec de nouvelles motorisations, de nouvelles déclinaisons. Et donc, on a vu que l'hybride arrive, l'hybride léger arrive. La 272 chevaux qui est présente et qui est disponible dès aujourd'hui. Et puis il y a en même temps le Q5 qu'on a découvert dans sa déclinaison Sportback, mais qui arrive aussi en carrosserie classique. Ouais. On ne l'a pas encore découvert puisque il était sur le port jusqu'à très récemment. Donc ça fait déjà une très belle actualité. Et puis on va lancer cette année la descendante de la 4 qui est maintenant badgée A5 dans ses 2 carrosseries, berline et Avant. C'était une tradition chez Audi, le break pour faire court. Tu as pu découvrir en grande pompe le lancement de la nouvelle RS5, qui est une vraie offre sportive pertinente, puisqu'elle est pour la première fois en hybride. Donc c'est 639 chevaux, mais avec une hybridation, ce qui permet de limiter considérablement le malus. Bien sûr. D'accord, éviter les 80 000 € de malus connus aujourd'hui sur les voitures ultra sportives. Donc, avec un malus aux alentours de 20 000 €, c'est quand même une sacrée prouesse. Bien sûr. La voiture est très belle. Ils ont fait un travail sur le design qui est exceptionnel. Et donc, la demande se manifeste déjà de manière assez marquée. Et Bruno va laisser la voiture à GTMag pendant une semaine pour qu'on puisse bien l'évaluer. Et voilà. Donc, ça va être cool. Je suis totalement pour. Ça va être sympa. Bon, c'est une plaisanterie, bien sûr. Donc oui, l'actualité produit est relativement intense. C'est un vrai bonheur, enfin, de retrouver des rythmes de lancement qu'on a connus il y a quelques années. Et donc, nous sommes impatients tous de les proposer à la clientèle. Ça permettra un peu de rajeunir, de redynamiser l'image de la marque pour le plus grand bonheur des clients, j'espère. Il n'y a pas de doute, de toute façon, il y a une vraie clientèle Audi, on l'a vu, féminine d'ailleurs, entre autres, et pas que. Aujourd'hui, oui, majoritairement. Ouais. Les petites citadines, on en parle 2 secondes et on passe à Daniel Montpellat. Les petites citadines comme la 1, quel est son avenir? Moi j'ai une 1, S-Line, donc, j'en suis charmé d'ailleurs. Mais il y a quoi comme avenir? Alors pour l'instant, il est question de mutualiser les produits. Et donc, la fameuse A2 dont il est question va remplacer en grande partie tous les produits qui étaient sur ces segments voisins dans un premier temps, en attendant que la stratégie s'affine et qu'on découvre les projets qui sont encore dans les cartons. Dans les cartons. On y revient tout à l'heure. On se tourne, si tu es d'accord, Bruno, vers Daniel Montpellat. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Montpellat. Vous étiez déjà rencontré ou pas? Il me semble que on s'est déjà rencontrés et surtout je sais qui il est et ce qu'il fait. Voilà, c'est ça le plus important et j'ai beaucoup de respect pour ces différentes actions. Merci beaucoup. Alors, chargé de mission auprès du préfet, on fait un détail, tu fais comme ça, président d'Alizé Moto Club, responsable des motards sécurité du comité régional cycliste de Martinique. Je ne le suis plus. Tu n'es plus là. Je garde une équipe de motards sécurité sur certaines courses, mais je ne suis plus responsable des motards du comité régional. D'accord, ok, tu te relâches un peu, c'est normal. Voilà. Responsable d'une école de conduite moto, c'est l'UFOLEP.
c'est une école du FOLEP, mais qui a un statut aussi général, puisque les diplômés chez nous peuvent enseigner la moto hors cadre du FOLEP. Voilà. Et tu aimes bien te présenter comme un chien moto. C'est ma plus belle fonction. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas l'expression? Alors, depuis gamin, quand on aimait la moto, enfin, quand on était vraiment passionné de moto, on se présentait comme chien moto. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce surnom-là, qui se donnent ce surnom-là. Et moi, j'avoue que je fais de la moto depuis l'âge de 9 ans. Et je ne me vois pas faire autre chose que ça, j'avoue. D'accord. Alors après, je pense que Bruno est d'accord avec moi, tu es un fervent militant de la sécurité routière, et de la sécurité à deux roues, évidemment. Et ça tombe mal, parce que donc là, on sort du week-end de Pâques. Ouais. Et malheureusement, au Diamant, on a eu un très très grave accident de moto. Moto toute seule, en plus, il n'y a pas d'autre... En plus, c'est un jeune que je connais. En plus, un jeune que tu connais. Bon. Que malheureusement... quelqu'un de bien et qui est parti puisqu'il était blessé gravement, mais dans le week-end, il est décédé. Donc c'était arrivé au CHU. Voilà. Alors, on t'a fait venir pour plusieurs raisons. Alors, les chiffres 2000, on avait reçu le sous-préfet donc il y a quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, et on avait constaté ensemble que effectivement les chiffres de 2025 avaient été terribles et que les motards, donc les gens qui roulent en deux roues, avaient payé un lourd tribut en 2025. Il y a 17 morts. Oui. Alors, j'insiste toujours sur le fait, motard, usager de roues motorisées. Oui. Donc, voilà, je fais toujours un peu la part des choses. Un vrai motard et un usager de roues motorisées, ceux qu'on voit sur la route qui, malheureusement, donnent une triste image de... Tu veux dire pas équipé, pas équipé, accabré, donc ça, maintenant, ça s'apparente à du rodéo sauvage. Ces personnes-là, pour moi, malheureusement, ne sont pas de vrais motards. Le vrai motard, on le reconnaît, il a le blouson, il a son casque, il a ses gants. Son casque, et ici, on va dire les dangers de mauvais comportement à moto. Je dis bien de mauvais comportement à moto et pas de la moto. Et donc, généralement, se comporte plutôt bien. En tout cas, avec prudence. Alors, quelles sont les actions que tu vas mener en 2020 ? Alors, est-ce qu'il y a eu déjà un appel de la préfecture pour des projets à la sécurité routière ? Est-ce que tu en fais partie ? Alors, régulièrement, il y a des appels à projets. J'évite de me positionner dessus pour ne pas être jugé parti. Mais n'empêche que régulièrement, nous sommes la délégation à la sécurité routière, on va dire la plus active, puisque, bon, il faut savoir qu'un monsieur moto en métropole, c'est 2-3 actions là. J'arrive à en faire, sans prétention, j'arrive à en faire 2-3 par semaine. Par semaine, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Et nous faisons beaucoup d'opérations avec les jeunes, donc dans les établissements scolaires. Oui. Dans les municipalités, enfin dans les communes, etc. En ce moment, je suis chaque semaine au centre pénitentiaire de Ducos pour une opération avec des détenus. On peut dire des délinquants potentiels routiers, déjà. On essaye de... Bon, ils sont là, ils sont réceptifs, on va dire, à des visites. Oui. Et donc, je fais de la formation avec eux, je les sensibilise à la sécurité routière sur une matinée chaque semaine, voilà, pendant 2 ou 3 mois, je crois. Et donc, on fait ça. Je continue à intervenir. Là, je sors de 4 jours de course avec le Trophée Dakaribe et en sécurisation. Ça a un impact également sur la sécurité routière. Donc, je forme des jeunes et des moins jeunes, des petits à partir de pas d'âge et des adultes qui viennent d'avoir le permis ou qui veulent faire de la reprise de guidon. Et donc, on leur apprend à bien se comporter et on leur apprend toutes sortes de techniques pour avoir une certaine maîtrise. Alors, je n'aime pas dire pour avoir la maîtrise, parce que pour moi, la maîtrise, on n'a jamais. Mais en tout cas, pour essayer d'acquérir quelques techniques pour être le plus à l'aise que possible à moto. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ces actions, elles rentrent dans un ensemble
plus important, non, en termes de je sais pas, au niveau de la préfecture, Oui, au niveau alors, quelles sont les actions globales, je veux dire, qui sont vraiment mises en place? Nous avons eu énormément de réunions les temps derniers pour relancer la sécurité routière. Donc là, il y a énormément de projets. Oui. Le PDSR, le plan départemental des actions de sécurité routière, est à relancer. Donc ça va se faire. Le directeur de cabinet qui était ici dernièrement n'en a peut-être pas parlé, mais on doit se revoir. Philémon Perrault. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'avec les services de police et de gendarmerie, on travaille énormément en prévention également. Donc, nous sommes tout le temps sur le terrain pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Et les moins jeunes, bien sûr. Mais les jeunes, j'ai une attirance particulière pour ce public-là parce que je pense que ceux-là sont plus facilement malléables, on dira, par rapport à un adulte. Comme on dit en créole, un arbre qui est déjà penché, c'est compliqué de le redresser. Alors que quand j'interviens dans les classes primaires, dans les collèges, etc., pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et puis, ce que nous recherchons avant tout, surtout, c'est que ces jeunes-là deviennent nos ambassadeurs de la sécurité routière. Mon fils, par exemple, quand il est en voiture avec moi, les rares fois où je suis en voiture, comme je ne suis pas tellement... j'ai pas tous les équipements que j'ai sur la moto en voiture, il me rappelle alors, il me dit, papa, le téléphone, ou papa, t'es à 80, t'es à... Oui. Donc, on a besoin de ce petit rappel-là. Et puis, comme je dis lors de mes interventions, si je suis rappelé à l'ordre par un enfant, je vais être plus réceptif que si c'est un adulte. En fonction de mon caractère, je peux l'envoyer un peu sous les roses. Alors que quand c'est un enfant, je vais écouter, je vais dire, mais non, papa, ou bien, tu sais, j'ai l'habitude, je maîtrise, et il va me dire, mais papa, mais non, ou bien, attention, etc. Et puis, souvent, quand je fais mes interventions, je parle d'amour. Alors, ça peut faire rigoler, mais je dis aux gens, si tu aimes quelqu'un, ne lui fais pas prendre des risques. Voilà, tu lui parles, tu lui dis, papa, je t'aime, maman, je t'aime, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, ou bien le copain, mets le casque, voilà. Voilà, puis à moto, souvent, moi, je vais vous poser la question à tous, parce que vous prenez tous d'autres véhicules pour aller au travail sûrement, ou ailleurs, faire des courses, etc. Donc on croise tous des motards. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand je vois une gamine de 16 ans ou 15 ans derrière une moto sans casque, sans rien, je veux dire, voilà, à peine habillée, je me dis, mais si elle tombe... Tu as une expérience comme ça, Fabrice, quand tu les vois, qu'est-ce que tu penses quand tu es doublé par des motos ou... C'est vraiment choquant. Aujourd'hui, je viens d'une génération où on roulait sans casque, en sandales et débardeurs. Ça m'est arrivé, moi, personnellement. J'ai eu la punition tout de suite. Et j'avoue, aujourd'hui, quand je croise des motards qui ne sont pas équipés, je suis profondément choqué. Quand on tombe en moto, on s'en rappelle toute la vie. Hein. Même si c'est une petite chute, on est d'accord, hein, on ne parle même pas des grands accidents qui sont terribles, parce qu'on parle beaucoup des morts, on parle peu des blessés. Les conséquences. Il y a beaucoup de gens qui deviennent paraplégiques ou tétraplégiques. Et c'est ce que je leur dis. Souvent, quand je pose la question, qu'est-ce qui est pire ? Alors, tous, ils me disent la mort. Je dis non, c'est pas la mort qui est pire. Ah non, c'est de rester en vie et d'être paraplégique ou tétraplégique. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Je me tourne vers Sandrine. Sandrine, quand tu croises des motards, tout ça, ça te fait penser à quelque chose de particulier ? Je sais que j'ai eu un patient qui n'était pas effectivement équipé et qui a chuté, qui a eu des séquelles pas trop importantes, mais bon, quand même des soucis de vue derrière. Des troubles divers, quoi. Voilà, il avait pas mal de troubles. Il avait dû aller en rééducation au Carbet pour reprendre. Et quand j'avais discuté avec lui, c'était non, mais j'avais pas mis le casque, mais c'est pas grave, je vais reprendre la moto sans casque. Donc moi, ça c'est embêtant. Voilà, j'avais été quand même un peu choquée de me dire, mais tu viens de passer 2 mois en rééducation au Carbet, et là. Et là, tu es prêt à recommencer, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, effectivement. Mais c'est vrai que c'est avec tout ce qu'il y a comme équipement, avec tout ce qui se dit, c'est encore choquant de voir des gens peu équipés et en sandales. Alors, malheureusement, on a encore des gens... Des réfractaires, en fait. Des réfractaires, mais c'est surtout des gens qui pensent que s'ils doivent mourir, ils vont mourir. C'est écrit alors non pas sur le marbre, mais sur une tablette, que si je dois mourir,
c'est pas, il ne faut pas qu'on les juge sur ce qu'ils font, parce que pour eux, non, ça ne signifie rien du tout. Pour eux, si c'est écrit qu'ils doivent mourir le 21 janvier, ils vont mourir le 21 janvier. Et ils auront beau faire ce qu'ils veulent. Ils mourront le 21 janvier. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, je suis confronté à ça tout le temps, où quand je discute avec ces personnes-là, ils me disent, ah oui, le patron, s'il faut que moi, quoi. Bon, c'est le genre de fatalisme. Oui, morbide, un fatalisme, un vrai fatalisme. Morbide. Ouais, j'ai du mal à comprendre ça. Une croyance plutôt idiote, quoi. Voilà. Alors, quelquefois, j'essaie de trouver des arguments en leur disant, mais vous vous rendez compte que vous laissez une famille, une maman, une femme, des enfants, etc. Et je leur dis, en plus, vous êtes normalement, dans la vie, on est le modèle des enfants. Bien Donc, sûr. est-ce que vous souhaitez que demain matin, vos enfants fassent la même chose? Exactement. Parce que si je roule sans casque, comment vais-je dissuader mon enfant de rouler sans casque? Il va me dire, mais papa, si tu arrives là, tu as un problème. Bien sûr. Alors, pour aller sur une note positive, il y a quand même aussi un changement de comportement, quand même, malgré tout. On arrive quand même à le voir en Martinique. Puisque moi, je me souviens, quand je suis arrivé il y a 25 ans en arrière, il n'y a personne qui faisait un geste avec la jambe, par exemple, comme ça se fait beaucoup en métropole, tu sais, pour dire merci, tu m'as laissé passer, etc. On ne voyait jamais ça en Martinique. Et aujourd'hui, on voit des gens équipés et qui font le signe et qui disent merci. Et puis des gens qui s'achètent de vraies motos. Et puis, les femmes, il y en a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de femmes. Et les femmes ont généralement l'airbag. Les mecs, je ne le vois pas trop avec l'airbag, mais les femmes pensent à l'airbag. Il y en a pas mal. Alors, il y a beaucoup de femmes. L'airbag moto, on en reparlera pour savoir ce que c'est, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Tu en as un déjà là. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de femmes. Chez nous, il y a 70% de femmes qui font de la moto. Qui pilotent très bien. Et franchement, qui sont sur pas mal de manifestations, les courses cyclistes aujourd'hui, et leur pilotage est excellent, qui font vraiment envie. Alors donc, de plus en plus, on a des femmes sur une piste d'examen. Quand on va sur une piste d'examen moto, on a autant de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est très bien. Parce que c'est culturel. L'homme a toujours besoin de démontrer, de montrer qu'il en a. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, la femme, bien au contraire, va dire non, moi. Au contraire, moi je connais les risques, donc je vais conduire en fonction. Voilà. Donc personnellement, je préfère toujours les femmes chez nous. Ça se passe très bien avec elles. Il y en a beaucoup à l'encadrement également qui sont instructrices chez nous. C'est très bien. Des femmes qui ont passé le permis il y a des fois 1 an, qui sont déjà instructrices chez nous, qui font un travail formidable. Donc moi, je suis pour le fait que dans les familles maintenant, femmes, maris, enfants font de la moto. Donc il y a un travail. Le travail, il est fait. Il y a une amélioration. Il ne faut pas non plus je suis quelqu'un qui j'ai tendance à voir je veux voir le verre à moitié rempli. Et je vois qu'il y a une amélioration. Il y a plus de gens qui mettent le casque. Plus respectueux, comme tu disais également au niveau du blouson, du gilet airbag, etc. Là, on vient de faire un partenariat avec un équipementier de la Martinique et on a commandé plus d'une vingtaine de gilets airbag. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt. Voilà, il y a un intérêt. Les prix ont baissé également. Les prix ont vraiment beaucoup baissé. Alors, vous conduisez une moto ou pas, Bruno? Alors, pour rebondir sur ce que disait M. Montplan à l'instant, quand mon père m'a offert ma première moto, il m'a dit une moto, c'est avec un casque. C'est comme ça et c'est la condition. J'ai évidemment accepté la condition. Il se trouve que la seule fois où je suis tombé, c'est la fois où je n'avais pas mon casque. Aïe. Voilà, donc inutile de te dire que, évidemment, pour les fois suivantes, je l'ai eu. Et j'ai envie de dire, pour confirmer ce que disait M. Montplan, il suffit d'une fois. Et il n'y a pas de petit parcours. Voilà, ça s'est fait tout à côté de chez moi. Pensant ne pas aller très loin, je ne l'ai pas mis. Et c'est arrivé ce jour-là, donc il suffit d'une fois. Le casque, mettez-le, parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution que de le mettre. Je suis tombé en arrivant chez moi, tu sais, des graviers par terre, et juste en tournant la maison est à 10 mètres, boum, et ça fait mal, très mal. Nicolas? Oui, comme tu sais, JM, je suis un pratiquant de 2 roues, VTT.
Oui. Et je sais que déjà, quand tu chutes à 20-25 km/h, C'est ce que je dis. ça fait très À mal. vélo, ça fait très mal. Voilà. Alors, une chute à moto, disons à 50-60, ça Alors, ne pardonne pas. Et on y est rarement à 50-60, hein, Rarement. malheureusement. J'aimerais quand même attirer votre attention sur un point. Quand les gens parlent de vitesse, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la notion du fait qu'un accident, je suis à 50, ils me disent, mais je ne roulais pas vite. Oui, mais je suis à 50, l'autre en face, il est à 70, ça fait un choc à 120 km/h. Ouais, c'est ça. Il faut additionner les vitesses. De Donc, toute façon, même beaucoup en de gens ne voiture, savent quand pas. on voit un Même en choc à voiture, 50 oui. km/h, on voit Voilà. bien que c'est terrible. Si on n'est pas Exactement. attaché, Donc, par exemple, ça peut être beaucoup de gens me disent, mais je ne roulais pas vite. Oui, d'accord, ok. Tu ne roulais pas vite, tu roulais à combien? 50, l'autre, tu roulais à combien? 50 aussi. Eh bien, choc à 100 km/h. Mhm. On n'a pas tendance à voir les choses comme ça. Et puis le corps humain, il n'est pas fait pour Oui. recevoir ces Alors, chocs-là, je de toute façon, vais quoi vous qu'il dire arrive. quelque chose qui va vous choquer également. Un casque est fait pour fonctionner jusqu'à entre 30 et 50 km/h. Vous allez me dire, donc, ce qui fait que si je suis à 80 km/h, eh ben, j'ai un delta de 30 km/h où je ne suis pas protégé du tout. Alors, les actions en cours, là, pour l'instant, tout de suite, là, Alors, qui arrivent. les actions en cours, on a beaucoup d'actions sur, par exemple, la semaine prochaine, on est sur Sainte-Marie avec des enfants avec, on va dire, des handicaps. Oui. On a des actions avec, dans le cadre des ACM, les anciens centres de loisirs, accueil collectif de mineurs. Donc, on reçoit une centaine de jeunes tous les jours pour leur parler de sécurité routière, Génial. avec la police et la gendarmerie. Les Donc, gendarmeries. on travaille avec eux, les panneaux, etc., tout ça. On fait des simulations de chute pour montrer... Tu as fait une super vidéo récemment, il n'y a pas Avec- si longtemps, Ouais. avec le petit garçon qui est, enfin le petit enfant qui est, comment dire, fauché, alors qu'il est sur le trottoir. Exactement. Mais Alors, tu sais, dans un virage penché à droite, le gars approche bien, Hein? il prend bien son virage, mais Je- il attrape le petit je gamin percute, qui marche avec sa le- maman. voilà. C'est toi qui le fais, il le voilà, fait en live. c'est moi, ouais. Et il tombe vraiment et Voilà. il fait vraiment le. Alors, c'est des gens qui sont des délinquants de la route, Ouais. que c'est avec le ministère de la Justice. On les emmène sur un site et on montre les effectivement, conséquences, on finalement. montre les conséquences. Et c'est là que je me dis, ils se retrouvent dans une situation qu'ils ont vécue, qu'ils ont provoquée. N'empêche qu'ils me disent que oui, mais si c'est moi, tu t'en sors pas, je te tue parce que tu as tué mon gamin. Je dis, mais c'est ce que tu as fait. Ah non, mais j'ai tué personne. Oui, mais tu aurais pu. Ouais. Alors que là, pour un refus d'obtempérer, parce que j'avais pas de casque, j'avais pas de gants, j'ai refusé le contrôle de la police ou de la gendarmerie. Je le fais avec les policiers et les gendarmes. Ils me coursent, enfin, ils essaient de me prendre en charge. Maintenant, ça s'appelle prise en charge, ça s'appelle va courser. Oui. Et là, je heurte le gamin, je tue le gamin et je blesse la maman. Bon, Ouais. alors, Dieu merci, ce sont des mannequins. Ouais. Mais sur le coup, j'ai même des gens de bus qu'on venait de déposer et qui ont tellement cru à la chose qu'ils sont venus me protéger parce qu'ils ont trouvé que les gens... Ils ont eu peur que. Ils ont dit, mais non, c'est un bon gars, il forme les gamins, etc. Bon, comme on m'a passé les menottes, etc. Donc, ce qui fait que les gens sont descendus du bus en disant, mais non, laissez-le, c'est un bon gars, etc. Ils ont Mais cru que c'était réel. Ils en ont fait. cru que c'était réel. Mais je suis allé les voir pour leur dire, mais même si je forme les gamins, je forme les adultes, j'ai quand même fait une connerie. Le menottage, on va dire, était quand même légitime, quoi. Donc, il ne fallait pas me protéger quand même. Donc, On, voilà. Donc, on était fait- avec Daniel Montpellat, donc pour la sécurité routière moto, Monsieur Moto de Martinique, engagé auprès de la préfecture, reconnu, connu pour ses actions. Bravo encore une fois, parce que grâce à Merci. toi, Bapti, on parle des 17 morts de 2025, mais on ne parle pas de tous les morts qu'il a sans doute évités Oui. grâce à des conseils. Alors, voyons le côté positif. Oui. Les chiffres se sont améliorés quand même Oui. depuis le début de l'année. Oui. On est quand même mieux que l'année dernière. Un petit peu en dessous quand Voilà, même. un des petit peu résultats en l'année dessous. Donc c'est très bien. Alors continuons ce travail-là et j'ai envie de dire qu'il est important que chacun comprenne qu'on a tous notre rôle à jouer au niveau de la sécurité routière. Il ne faut pas C'est clair. qu'on baisse les bras et qu'on se dise « Ah oui, je lui ai déjà parlé. » Non, je lui ai déjà parlé, mais il y a peut-être d'autres leviers qu'on n'a pas utilisés. Donc moi, je suis pour le fait d'utiliser tous les leviers. Le levier affectif, le levier chantage, malheureusement, etc. Mais moi, un enfant, mon fils fait de la moto, il fait de la moto depuis l'âge de 3 ans, il a 15 ans. Je lui montre des choses, je lui parle.
mais je ne suis pas à l'abri que demain matin, on m'interpelle pour... Personne n'est à l'abri. Bien sûr, personnel. Personne Puis après, n'est à un l'abri. accident, c'est aussi parfois un accident. Et Exactement. parfois, on tombe parce que c'est un fait de route, en fait, aussi. Il faut quand même le dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce sujet, parce qu'on pourrait parler de l'alcool, de l'addiction aux drogues, etc. Parce qu'on a vu que 75% des accidents, il y avait de l'alcool. Alcool, stup, défaut de permis. Donc, défaut la d'assurance, connaissance, évidemment. oui, Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on a des accidents. Des fois, quand je pose la question des gens qui n'ont pas de permis, même dans les écoles, je leur dis, mais quand vous arrivez dans un stop, s'il n'y a pas de voiture, il fait super soleil, etc., est-on obligé de s'arrêter? Ben non. Je dis, voilà. Vous n'avez pas le permis. C'est terrible. Donc, voilà. On fait une pause publicitaire, on se retrouve dans un petit moment et je me tourne vers Sandrine Areto. Parce que finalement, tu vois, il y avait un lien avec toi, tu vois, finalement, parce qu'on parlait un peu d'accidenter de la route, etc., etc. Et toi, ton travail, c'est de remettre les corps en place, en fait, les membres des corps en place. De rétablir tous les équilibres au niveau du corps. Super. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Merci. Allez, vous êtes de retour avec gtmac.fr sur l'émission Les Experts Automoto, émission produite donc par Label Web. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, le Crédit Moderne Anti-Guyane, API Pièces Auto, et enfin le restaurant La Terrasse FWI, chez qui on est habituellement à Fort-de-France, juste à côté de la cathédrale. Mais ce soir, on est dans une spéciale Audi. Et on est super content d'être chez Audi. Audi qu'on connaît bien depuis des années, puisqu'on fait à peu près tous les essais Audi, mais on peut dire qu'on les a presque tous faits, bien sûr. Et on a vu que l'actualité, enfin, s'ouvre plein soleil, avec l'arrivée du Q3, Q3 Sportback, Q5 Sportback, et puis de différents modèles qui arrivent aussi dans la foulée, dont l'électrification, puisque le Q3 arrive en version électrique, enfin en version hybride plutôt. Et d'ailleurs, il y a une version électrique qui est prévue du Q3 du Q5 non, puisqu'il était question, comme on a eu l'occasion d'en discuter, que les modèles dont le chiffre est impair étaient soit thermiques, soit hybrides, et les modèles pairs, des modèles 100% électriques. Bon, donc au moins comme ça, on est fixé. Donc le Q3 sera toujours hybride et thermique. Thermique. Et donc, ils sont disponibles. Enfin. Et on peut donc venir les acheter sans problème. Ils sont en stock. Depuis une quinzaine de jours. Voilà, j'ai des voitures en stock et elles continuent d'arriver. Donc voilà, on va essayer de contenter tous ceux qui sont... Et il faut qu'on mette en place l'essai hybride, puisqu'on ne l'a pas fait encore. Et donc, c'est à toi de nous dire quand est-ce qu'on pourra, bien sûr, Ça le sera, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Sandrine Areto, éthiopathe. E-T-I-O-P-A-T-H-E, éthiopathe. C'est bien ça. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, donc Sandrine, elle officie à Fort-de-France. Elle est boulevard Amilcar Cabral à Cluny. En fait, c'est assez simple à trouver. Il faut tourner, comment on peut dire, après le rond-point du Vietnam, la prochaine, après le rond-point du Vietnam. Voilà. Et puis c'est sur la droite, là, au bout de 80 mètres. Voilà, après le lycée professionnel André Aliquer. Voilà, et il y a un petit centre commercial là, tout petit, mais voilà, avec un joli cabinet. Donc, et Sandrine, donc Areto vous reçoit. Alors, l'Éthiopie, donc je l'ai dit tout à l'heure, est une discipline thérapeutique manuelle fondée sur une démarche scientifique rigoureuse. Tout à fait. C'est important de le préciser. Oui, c'est très important. Parce que l'éthiopathie, on parle beaucoup d'ostéopathie, mais l'éthiopathie, on en parle un peu moins. Oui, parce que c'est vrai que je suis la seule sur l'île à pratiquer cette thérapie. Alors, c'est un raisonnement scientifique vraiment précis, puisque le but, c'est de retrouver l'origine du dysfonctionnement présenté par le patient et d'y appliquer en fait la technique qui va permettre de solutionner, en tout cas d'agir sur le trouble de façon durable et de façon précise. Donc là, il est question de ne pas traiter le mal, mais de traiter l'origine du mal, en fait. On est d'accord, c'est bien ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors, quelle est la technique pour arriver à trouver tout ça? Alors là, je pense qu'il doit y avoir une grosse écoute, normalement, non? Voilà, donc en fait, il faut écouter le patient. Le patient décrit très bien ses symptômes. Souvent, il va montrer des trajets, il parle un petit peu de tout ce qu'il a, même de comment ça s'est passé. Et en fonction de ce qu'il nous dit, comme on connaît très bien, en tant qu'éthiopathe, on connaît très bien l'anatomie, on connaît très bien en fait
les différents systèmes. Donc on arrive en fait à trouver l'origine du problème. Voilà. Alors, donc, finalement, dans mes recherches, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que le raisonnement de l'éthiopathie, finalement, c'est de s'appuyer sur une vision globale du corps, envisagée comme un ensemble de systèmes en interaction. C'est-à-dire que, mais ça paraît tellement logique en plus que quand je le dis, je me dis, mais c'est simple. C'est-à-dire musculo-squelettique, digestif, circulatoire et nerveux. Je ne vois pas comment qu'on pourrait imaginer le contraire. C'est-à-dire que nos organes ne soient pas interdépendants les uns des autres, comme nos muscles, comme nos os. Parce que si on parle un peu d'ostéopathie comme ça rapidement, on voit bien que l'idée de l'ostéopathie à la base, c'est de dire que le muscle, il est d'abord accroché à un os et qu'il faut traiter l'os pour remettre l'os en place, on va dire, pour que le muscle se remette en place. Donc c'est un peu l'idée finalement dans le fond. L'ostéopathie va être beaucoup plus globale en fait comme D'accord. approche. C'est vrai qu'en éthiopathie, on va être beaucoup plus précis. Et effectivement, il faut vraiment voir qu'au niveau du corps, on va avoir quelque chose qui va arriver dans un système. Le système, en fait, va analyser cette chose et ce qui va ressortir du système va rentrer dans un autre système. D'accord. Et comme ça, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'intersystémique, parce que vraiment, en fait, on va avoir une relation entre tous les systèmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les dysfonctionnements et à trouver, en fait, l'origine. Alors, comment tu as fait pour arriver donc, à être éthiopathe déjà? On aurait dû commencer par ça peut-être au départ. Alors, c'est vraiment... Je faisais des recherches, en fait, pour trouver ma profession. Et je suis tombée dessus. Et le raisonnement m'a beaucoup intriguée, m'a beaucoup intéressée. Parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir. Et j'avais trouvé ça tellement logique, comme tu dis, que je me suis dit, tiens, il faut que je m'y intéresse. Et donc, à ce moment-là, j'ai contacté des professionnels. Je suis allée les voir en cabinet. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est ce que je veux faire. Mais c'est juste génial, parce que déjà, tu avais cette confiance en toi dès le départ. C'est-à-dire déjà, tu voulais faire ça absolument. Et après, la formation, alors, comment ça se passe? Alors, c'est une formation qui a duré 6 ans. D'accord. Avec des stages obligatoires donc aux urgences. Donc moi, je les ai donc fait... c'est une médecine qui est reconnue, on est d'accord? Alors, en tout cas, on n'a pas un diplôme d'État. D'accord. Mais en tout cas, on paye toutes les taxes et tout ce qu'il faut comme une profession reconnue. Voilà. Donc oui, on a les stages obligatoires. Donc moi, j'ai fait mes stages au Kremlin-Bicêtre. Ce que je veux dire, mais qui fait les stages du coup? Est-ce qu'il y a un organisme qui regroupe les éthiopathes futurs? Il y a une association qui gère effectivement les éthiopathes. Il y a le registre aussi national des éthiopathes. Et donc, dans le cadre des urgences, on était avec les médecins de garde et les internes de garde. Voilà. D'accord. Alors, je vois aussi que dans la formation, on s'appuie sur deux concepts particuliers, la pertinence de l'analyse éthiopathique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une certaine expérience pour pouvoir essayer de comprendre ce que te dit ton patient, avoir déjà une première direction, on va dire, avant le soin. Alors, on va parler du soin après, parce que pour l'instant, les gens qui nous écoutent ne comprennent pas encore ce qu'est vraiment l'éthiopathie, parce qu'on n'a pas parlé du soin, mais on va y venir. Mais ça veut dire qu'il faut que tu écoutes ton patient vraiment pour savoir qu'est-ce qu'il a et d'où ça peut venir potentiellement. De toute façon, je l'écoute en fonction de ce qu'il me dit. Donc, je lui pose des questions pour un petit peu affiner les choses et vraiment récupérer en fait ce qu'on appelle, nous, les phénomènes directeurs. Donc, ce sont les phénomènes qui nous permettent vraiment d'établir le diagnostic et d'établir ce qu'on appelle une suite éthiopathique. C'est-à-dire vraiment savoir, il y a eu tel symptôme, par rapport à tel symptôme, ça vient de telle lésion, etc. Et donc, on remonte comme ça jusqu'à l'origine. D'accord. Et donc, parlons du soin maintenant, proprement dit. Alors, Bruno Saint-Fort a mal au dos, par exemple, là, et on en a parlé un peu tout à l'heure, moi aussi d'ailleurs, on s'est un peu échangé nos plaintes. Donc voilà, on a mal au dos, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais on a mal au dos et on vient de voir. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que tu as découvert ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc après le traitement, ça va se faire par des manipulations. Soit ça peut être des manipulations vertébrales, comme des manipulations viscérales aussi. Il peut y avoir aussi des massages que je vais plutôt appeler des sidérations, vraiment où là, en fait, on va aider le muscle à se relâcher, à se décontracter.
Il peut y avoir des mobilisations simplement articulaires. Donc vraiment en fonction de ce que j'aurais détecté comme étant l'origine du problème, donc je vais aller travailler sur les différentes zones. D'accord. Après, il y a aussi la phase de conseil, puisqu'en fait... Il y a une phase de craquage aussi, du crack, comme on dit. Oui. Non, mais c'est Oui. important parce que... Alors oui, ça c'est effectivement dans les manipulations. Donc le crack, c'est juste en fait qu'on a une ouverture articulaire qui va libérer un gaz. Au D'accord. niveau des articulations, on a un système avec de l'oxygène. Mhm. Et donc, quand on travaille les articulations, à un moment, elles s'ouvrent Mhm. et donc le gaz se libère. Et c'est ce qui fait ce fameux bruit que tout le monde appelle craquement. Craquement. Mais ça remet en place finalement quelque chose aussi, non? C'est ça. Voilà, en fait, on débloque l'articulation. Mhm. Après, s'il faut rentrer dans les détails, on va parler à ce moment-là du nerf sinuvertébral, du ligament à l'arrière des vertèbres, Mhm. qui est avec le nerf sinuvertébral qui va informer le système de la position en fait de la vertèbre. D'accord. Et donc chaque fois qu'on va bouger la vertèbre, ça va envoyer une information au cerveau qui va se dire tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est bon, on va enlever la douleur. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, une douleur ne se fait pas au hasard, en fait. Mhm. C'est forcément le système qui informe qu'il y a un problème. D'accord. Et vraiment, mon rôle, en fait, c'est de comprendre cette douleur, de comprendre d'où vient le problème pour pouvoir, justement, agir dessus. Et ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors là, ça fait 16 ans. 16 ans. Ça Donc fait ça, 16 c'est ans. énorme, une grosse expérience. Alors, en plus, on a de la chance, sans le faire exprès, on a notre chroniqueur qui, lui, est patient. Et moi, je le suis aussi, d'ailleurs. Hein, donc, mais moi, par objectivité, je me tairais. Elle est super, Sandrine, il n'y a pas de doute. Mais toi, comment Alors, tu as vu les choses? Je peux en témoigner En plus, c'est sportif, objectivement. toi. Hein. Toi, t'es Alors vraiment justement, sportif. je fais beaucoup de VTT, beaucoup Voilà. de natation, Mhm. beaucoup de plein de choses. Il a les vertèbres tassées, lui, c'est obligatoire avec le VTT. Il Mais fait des non, sauts de ça, 15 mètres de haut. Donc, Secret médical. Non, sincèrement, je peux en témoigner. Sandrine Areto Mhm. est une éthiopathe épatante, vraiment. Et je suis convaincu qu'elle en a fait craquer les os. Hein. oui, De plus d'un un et bon de paquet. plus d'une. Ouais, ça, c'est clair. Non, sincèrement, hormis les 2 petits jours de repos que ça nécessite après la manipulation, tout ça, parce que le temps que ça se stabilise, ça me fait énormément de bien. Ouais. Donc, c'est mon rendez-vous trimestriel. Voilà, je vais me faire craquer les os pour aller mieux après. Et je peux en témoigner. Effectivement, souvent, j'ai après, par rapport surtout au vélo, parce qu'il y a beaucoup de chocs, on prend beaucoup de chocs dans les cailloutes, etc. Ouais. Donc, j'ai souvent des petites douleurs, soit au niveau des bras, soit au niveau du dos, soit au niveau des hanches. Et pas quasiment de façon instantanée. Après la consultation, ça disparaît. Bouf, ça disparaît. Vraiment. Donc c'est génial. On va voir d'ailleurs ensemble qu'est-ce que peut traiter l'éthiopathie. C'est assez extraordinaire la liste. Je ne pourrais pas tout vous dire d'ailleurs. Mais Bruno, toi, tu connaissais l'éthiopathie ou pas? Absolument pas, je découvre. Je suis un grand consommateur d'ostéopathie D'accord. depuis des années. Parce que C'est complémentaire a priori, hein, je pense. Hein, c'est ça? C'est complémentaire. De toute façon, moi, j'ai les 2 diplômes quand Tu as les même. 2 diplômes quand même. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est sur 2 approches différentes. Mhm. D'accord. Tu disais donc... Et donc, oui, je suis en complète découverte. J'entends bien et je comprends la démarche intellectuelle quant à la remontée à la source des problèmes. Et je trouve ça plutôt presque logique, j'ai envie de dire. presque Ouais. logique. Ouais. Et ma question est la suivante. C'est par rapport à la médecine, c'est toujours pareil. La médecine, C'est conventionnel. J'ai du mal à définir parce que là aussi j'ai une opinion assez tranchée sur le sujet. Ouais. Mais ça vient en complément, ça vient en préventif, ça vient en... Alors, ça peut venir en curatif, Mhm. surtout effectivement quand il y a des sportifs suite à une blessure, pour les aider en tout cas à récupérer, à reprendre. Ça peut venir en préventif aussi. Donc pareil, on a des gens avant de partir en voyage, je viens faire une petite séance, voilà. Ou les sportifs avant des compétitions pour être dans une bonne forme et vraiment avoir une bonne optimisation en tout cas. Donc on a les 2 en fait. Et après, par rapport à la médecine, on est plutôt complémentaires. C'est vrai que je vais avoir en fait
une action qui sera parfois limitée. Et donc là, je serai obligée de conseiller en tout cas aux patients d'aller voir son médecin traitant pour soit faire en fait des examens complémentaires, soit éventuellement voir un spécialiste particulier. Et ma dernière question, si tu le permets, je suis très sensible à ça et j'ai changé d'ostéopathe quand il s'est agi d'oublier les séances de craquage, parce qu'il y en a qui étaient des maîtres en la matière. Et ils ne m'ont jamais convaincu, parce que souvent j'ai eu très mal après, ce qui fait que je me suis fait une idée qui n'est pas forcément objective de la question. Mais enfin, je suis très attaché au fait que ça ne craque pas et que ça ne passe pas mal. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut nécessairement que ça passe par là? Alors, ça ne va pas forcément craquer. Par contre, le plus important, en fait, c'est qu'on ait retrouvé la mobilité. Donc, selon les patients, des fois, ils vont me dire « mais j'ai pas entendu le bruit », mais pourtant, moi, en fait, au niveau des doigts, j'aurais senti que ça a bougé. Oui, puis elle vérifie après. Tu vérifies après pour voir si tout est remis en place. Elle passe avec ses doigts pour voir si la vertèbre est bien remise. D'accord. Ouais, c'est assez. Mais si je faisais la liste, donc je vous en parlais des non exhaustifs des troubles traités par l'éthiopathie, c'est juste hallucinant. Les troubles de l'ORL, on est quand même loin de ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui, là tout de suite. Sinusite, rhinite, rhinopharyngite, otite séreuse, vertige bénin, paroxytique, je ne sais même pas ce que c'est, tu vois, pour te dire. Troubles d'origine vertébrale, donc par définition. Névralgie d'Arnold, névralgie cerveau-brachiale, torticolis, dorsalgie, douleur intercostale, lumbago, lumbalgie chronique, troubles de l'appareil locomoteur, troubles de la grossesse, nausées, vomissements, troubles respiratoires, trachéite, troubles digestifs, j'en passe, hein, troubles urinaires, troubles gynécologiques, troubles circulatoires, palpitations. Tu vois, c'est quand même incroyable. C'est fou. Donc ça veut dire que si je viens te voir et que je te dis j'ai des palpitations, je ne suis pas très bien, je suis un peu en hyper-stress, voilà, donc tu arrives quand même, il y a des choses que tu peux traiter en fait. Oui, il y a des choses qu'on peut traiter parce que les palpitations, l'hyperstress, en fait, ça vient du système neurovégétatif. Donc, et avec les manipulations, en fait, on arrive à travailler sur ce système et du coup à calmer ce système. C'est ça. Donc tu arrives à avoir cette action. Tu as essayé toi, Fabrice, ou pas Non, j'avoue l'éthiopathie? que non. Jamais. Non, Tu serais tenté? Oui, je pense que oui. J'ai tendance à... Je développe quelques tendinites à cause de ma pratique de la musculation et j'avoue que je suis tenté ce soir. Ouais, moi aussi, je fais beaucoup de musculation et donc non, je plaisante. En tout cas, je suis concerné par 3/4 de la liste, donc. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça qui est inquiétant en fait. Je suis effaré par la diversité. Et attends, je suis pas allé jusqu'au bout de la liste parce qu'il y en a encore un paquet. Vous pouvez faire quelque chose pour le mal de mer. J'avais entendu dire que les ostéopathes arrivaient à traiter le mal de mer. Mon cellier, celui qui s'occupe de la sellerie de mes véhicules, voit un ostéopathe pour son mal de mer. C'est assez particulier parce que ça fait intervenir pas mal de systèmes. Mais en tout cas, on peut jouer effectivement sur les zones de l'oreille interne pour diminuer le trouble. Quoi. Et sur les problèmes de prostate, tout ça, je sais qu'ici, il y a beaucoup de problèmes de prostate. Est-ce que là-dessus aussi, tu peux intervenir? Alors, oui. Toujours pareil, ça dépend du stade, ça dépend de la pathologie en elle-même, mais effectivement, on peut intervenir dessus sur une bonne partie des troubles. Et une séance dure à peu près combien de temps? Alors, c'est 6 heures, hein. Donc tu arrives le matin, tu repars le soir. Non, parce que si elle m'a dit 6 heures, ça veut dire qu'en fait, il me faut un mois. Donc il faut bloquer un rendez-vous. Non, je plaisante. Sandrine, vas-y. Non, ça dure à peu près 45 minutes. Mais 45 minutes intense quand même. Et, et pendant ces 45 minutes, on a le temps, par exemple, de régler plusieurs troubles ou c'est un à la fois? Alors, comme on le disait au début, on travaille en intersystémique. Ça veut dire en fait que tu peux très bien avoir mal au dos et que derrière, en fait, ça occasionne des douleurs au genou, des douleurs digestives, etc., etc. Donc, le fait de travailler sur une zone peut en fait soigner plusieurs troubles. D'accord. Alors, il y a quand même il y a quand même un centre agréé en fait qui donne son aval pour accréditer
les éthiopathes, c'est l'IFE, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'Institut français d'éthiopathie. C'est ça. Donc tu as ta plaque, je suppose, de l'IFE sûrement. Oui, Enfin, je sais pas, je oui, me demande. oui, bien sûr. Voilà. Non, bah, je le dis parce que ça rassure les gens. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe comment. Alors justement, concernant l'automobile, puisque je reviens à l'automobile, alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent du dos. Alors chez Audi moins que chez les autres, forcément. C'est vrai, en plus au niveau confort et tout. Mais dès qu'on est dans un véhicule chinois, on a mal au dos. Non, je plaisante, c'est méchant. Non, mais dès qu'on est, on a souvent, quand on roule beaucoup, quand on roule beaucoup dans la voiture, on a mal au dos. C'est des petits mal au dos, ça. C'est pas catastrophique. Donc, est-ce que tu as des patients comme ça? Tu as beaucoup de patients qui viennent te voir à cause de la voiture ou à cause du fait qu'ils soient peut-être commerciaux ou alors oui, beaucoup les commerciaux, effectivement, parce que les routes ne sont pas super top non plus en Martinique. Ouais. J'ai eu aussi d'ailleurs des conductrices en fait, parce que le levier de vitesse n'était pas à la place initiale. Dans certains véhicules, on a le levier de vitesse qui est beaucoup plus haut. D'accord. Et du coup, derrière, là, c'était pas le dos, c'était l'épaule qui faisait mal chaque fois qu'elle devait passer la vitesse. D'accord. Ça, c'est embêtant. Hein. Voilà. Mais là, effectivement, j'essaye de me souvenir, mais je n'ai pas de conducteurs d'Audi qui ont mal au dos. Alors, c'est très intéressant tout ça parce qu'on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de travailler avec des kinésithérapeutes qui étaient confrontés à des problématiques un peu inédites et ils m'avaient sollicité pour venir faire des expériences dans le showroom sur des voitures et j'avais beaucoup appris à cette période-là, notamment sur l'incidence et l'importance de la position de conduite. On a toujours tendance à penser que l'ergonomie, d'une manière générale, est responsable ou est bienveillante dans ces cas-là. En réalité, simplement, la position de conduite peut générer ou pas des troubles de différentes natures. Et on avait travaillé sur ça, on est arrivé à des conclusions. Et aujourd'hui, ces gens-là utilisent dans le cadre de leur fonction le fruit de ces expériences-là qu'on avait réalisées avec des patients. Ils avaient amené les patients dans le showroom. Et à l'époque, ils m'avaient dit que Audi faisait partie des marques dont l'ergonomie était très bien pensée. C'est ça. D'ailleurs, il y avait eu des prix sur les sièges aussi, il me semble. Exactement, exactement. Et je me suis rendu compte que fort des informations que j'avais eues à cette époque, j'ai changé ma façon de m'asseoir derrière le volant. Et aujourd'hui, je suis capable de détecter très rapidement si dans une voiture, j'aurais mal au dos ou pas. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Oui, Par exemple, on ne s'imagine pas à quel point une mauvaise circulation due à une mauvaise position de conduite peut générer un mal de dos. Il y a un mauvais siège, c'est un peu comme un mauvais lit, un mauvais matelas. Quoi. Je veux dire, un mauvais matelas, parfois, peut amener des choses bien placées pour le savoir. On néglige, on sait tous qu'on a le réglage lombaire, l'inclinaison du siège, etc., mais on néglige l'assiette de l'assise. Ah oui. Ça, c'est un élément que tout le monde ignore quasiment. Et pour autant, ça a une grosse incidence sur les troubles du dos. Alors, Sandrine, quel est le cas extraordinaire que tu as soigné et où tu t'es toi-même épaté? Ça doit arriver, ça, quand même. Oula. Mais il y en a eu plein. J'ai eu plein de belles choses. Bon, surtout avec les sportifs. On va juste tourner un peu le micro, qu'elle soit bien en face. Voilà, juste en bien en face. Surtout avec les sportifs de haut niveau. Oui, c'est ça, sûrement. Je me souviens d'un monsieur qui avait presque arrêté la compétition tellement il avait des douleurs. Et finalement, il était venu me voir en étant en vacances. Oui. Et j'ai reçu un message un peu plus tard pour dire merci, j'ai eu une médaille de bronze grâce à vous, j'ai pu reprendre la course. Donc j'étais quand même assez épatée. Et puis j'ai eu aussi un patient de Los Angeles qui avait déjà fait plein de choses. Pas mal de choses et la mère était épatée. Elle me dit après 2 séances avec toi, tout était réglé. Et justement, il faut combien de séances généralement? Une suffit ou il faut plusieurs séances? Bien sûr, ça doit dépendre aussi de la. Alors, ça dépend des gens, ça dépend aussi du facteur temps. Donc, depuis combien de temps les douleurs sont là? De toute façon, on essaye en tout cas de remettre le patient le plus rapidement possible en marche. En marche, bien sûr. Le but, c'est pas en fait de multiplier les séances, c'est vraiment en fait d'être le plus efficace possible. Oui. Malheureusement, il y a des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de compensations qui ont été mises en place et puis il y a d'autres fois où ça va très très vite. Bon, convaincant quand même.
On a envie d'essayer, on a envie de voir. Enfin, moi, c'est fait déjà, hein, puis un petit Moi, bout je suis de temps, déjà toi aussi. convaincu, donc Ouais, pas voilà. de problème. Donc, et toi, justement, tu as eu des soucis plus graves, par exemple, ou Non, Sandrine a vraiment j'ai pas eu de soucis graves. Grave. Mais par contre, j'ai des soucis récurrents. récurrent. Ouais, ça, c'est embêtant. Oui. Ouais, bon, Mais elle me fait toujours beaucoup de bien. Donc. Bon, on rappelle l'adresse quand même. Donc, on a dit que c'était assez facile à trouver. Finalement, c'est juste après la sortie Du rond-point du Vietnam on la héroïque. prend pas, bien sûr, on prend celle d'après. Voilà, on prend celle d'après, on monte sur le pont, Voilà. on tourne à droite, c'est juste à côté du lycée professionnel André Aliquer. À l'entrée Voilà. du collège Périnon. Voilà. Voilà. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est 05 96 77 44 06. Rendez-vous avec Sandrine Areto, éthiopathe. On a été charmés de la recevoir ce soir. Ça clôture bien le sujet qu'on avait juste avant sur les problèmes de chute à moto, Oui, où là, oui. on a souvent besoin d'avoir des soins après derrière. Des Tout à longs fait. soins, un peu compliqués. Tout à fait. Bon. Merci Sandrine d'être venue. C'est sympa. Avec plaisir. Elle a fait garder ses enfants et tout. Ça a été compliqué pour qu'elle vienne ce soir. En plus, on est en retard. Alors, on va se faire disputer par le compagnon. Vous étiez donc avec l'émission Pare-Choc comme tous les vendredis soirs à 18h, exceptionnellement depuis 2 semaines chez Audi Martinique. Pare-Choc consacré au secteur de l'automobile, le secteur auto-moto bien sûr, et toutes les nouvelles mobilités. Merci à Bruno Safort, à toutes ces équipes de nous avoir reçus. Un petit coucou spécial à Stéphane qui vient faire les essais avec nous quand la voiture est en W. Ça arrive, et on n'a pas le droit de la prendre tout seul, il faut qu'on ait quelqu'un de la concession. Stéphane nous a permis de faire les essais du Q3 et du Q5, des Q3 et Q5. Donc merci à Monsieur Moto, Daniel Montpellat qu'on a reçu comme d'habitude. Merci à Sandrine Areto, éthiopathe, et enfin merci à Nicolas Aron d'être venu. Avec plaisir. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein, on verra ensemble. Et puis merci à Fabrice Mais oui. qui lui vient en tant que candide, on va dire quelque part. Mais Exactement. bon, il a peut-être sa place dans l'émission. On va voir. Hein, donc, On verra bien si je avec le deviens temps. expert. Il a la voix, exactement. la voix radio. Hein. Il a la voix en plus, hein, Ouais. ouais, c'est vrai qu'il a la voix. Bon, allez. Je suis sûr que si les soirées radio, comme on faisait avant, tu sais, pour parler des problèmes psychologiques des gens, avec ta voix, là, tu feras un malheur. C'est vrai. Oui, alors dites-moi. Je pensais à me quel est votre reconvertir, alors. problème? Rappelez-moi. Tu sais qu'il y a eu des grandes stars comme ça, hein, en métropole en tout cas. À vendredi prochain, 18h sur gtmac.fr, sur Pare-Choc l'émission, sur Facebook, sur YouTube, partout ailleurs, Instagram. Et voilà. Et merci encore et bon week-end et à très vite. Bye bye, ciao. Bye bye. Merci à toi, Bye. Jean-Marc.